Quelle suite donner à la transition? Les assises nationales vont sans doute répondre à cette question. Elles se tiendront les 25 et 26 mai prochains à Ouagadougou et les forces vives de la nation sont convoquées. La date a été révélée ce soir par le gouvernement. Et c'est demain 15 mai que se tiendra la première édition des Journées des coutumes et traditions. Quel sera le contenu qui va meubler cette célébration? Que nous réservent les adeptes de la religion traditionnelle? Les détails vous seront fournis dans ce 20h par le Widi Naba, l'un des ministres du Mogo Naba Bango. Et ce 20h reçoit pour inviter le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Roland Somda nous apporte de plus amples informations sur un mouvement d'humeur qui a eu lieu à la Direction générale des transports terrestres et maritimes suite à l'arrestation d'un agent. Dans l'actualité ce soir, la hausse du prix du ciment, la brigade de contrôle économique et de la répression des fraudes veut y mettre de l'ordre. Elle a effectué une sortie inopinée dans la ville de Ouagadougou pour s'assurer de l'application effective de la réglementation en la vigueur. Voilà décliné le fil conducteur. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre 20h sur la RTB. Avant de développer ces titres, ce communiqué, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a l'honneur de porter à la connaissance des forces vives du Burkina Faso que suite à l'adoption de la loi portant accord de l'Assemblée législative de transition pour l'organisation des assises nationales, il est convoqué des assises nationales les 25 et 26 mai 2024 à Ouagadougou à partir de 8 h dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Les dites assises permettront aux représentants des forces vives de la nation de délibérer sur la suite à donner à la transition dont la durée impartie par la charte du 14 octobre 2022 court jusqu'au 1er juillet 2024. Le ministre s'est compté sur l'engagement citoyen et patriotique du peuple burkinabé dans toutes ses composantes pour une participation réussie, gage de renforcement de notre souveraineté. Et c'est signé Émile Zerbo, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Les forces vives de la nation sont donc convoquées les 25 et 26 mai prochains. Elles vont prendre part aux assises nationales pour donner une suite à la transition. La date vient d'être révélée. Vous venez d'ailleurs de prendre connaissance du contenu du communiqué. Le gouvernement précise le chemin et le niveau de préparation de ces assises. Gérard Sommet et Tanga Kafando pour les précisions. Le 26 avril dernier, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté la loi portant organisation des assises nationales. Cette loi donne quitus au gouvernement de convoquer les forces vives de la nation à l'effet de donner suite à la transition. Plus de 2 semaines après l'adoption de la loi, le gouvernement retient les dates du 25 et 26 mai prochain pour la tenue de ces assises. Le 26 avril dernier, l'ALT a, par une loi, accordé la possibilité au gouvernement d'organiser les assises dans un délai d'1 mois. Alors il fallait s'atteler pour respecter cette date, ce délai. C'est ce qui fait que nous avons choisi les dates du 25 et du 26 mai. Et pour y arriver, un comité a déjà été mis en place pour l'organisation de cette assise. Et il faut reconnaître que c'est une lourde responsabilité que ce comité a. Le Burkina Faso n'est pas à ses premières assises nationales sur la conduite d'une transition et la capitalisation des expériences antérieures est mise à contribution pour la réussite de ces assises. Schématiquement, elles ne seront pas différentes des assises passées. Il s'agit des mêmes forces vives qui vont se rassembler. Il s'agit, par exemple, de la société civile, des partis politiques, des forces de défense et de sécurité, pour ne citer que ceux-là, qui vont se rassembler, qui vont faire un bilan des mois écoulés et qui vont décider s'il faut donner une suite à la transition, quelle suite il faut donner. Ce sera à elles de décider de façon souveraine. Il faut dire qu'elles ont la possibilité non seulement d'apporter, s'il y a lieu, des modificatifs à la charte, afin de définir un contour de la marche du pays après le 2 juillet, date, on va dire, butoir de la transition en cours,
elles ont la possibilité de faire d'autres types d'amendements pour une amélioration de la future marche de notre pays. Beaucoup de citoyens burkinabés se posent la question de savoir pourquoi organiser des assises alors que la suite de la transition pouvait être réglée à l'ALT. Le ministre évoque une question de forme et de légitimité. Il faut dire qu'il y a un parallélisme des formes à respecter. La transition en cours a été mise en route après que les forces vives de la nation se soient rassemblées il y a quelques mois pour lui donner les contours de son existence. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est le lieu de rappeler ces mêmes forces vives-là pour qu'ensemble, elles puissent faire un bilan et décider de la suite à donner à la transition en cours. Donc ce parallélisme des formes, il faut le respecter. D'un autre côté, l'ALT a déjà fait son travail. L'ALT qui elle-même découle de la charte, qui est une institution de la transition, ne peut pas se retrouver, être considérée plus légitime que les assises. Donc nous avons la conviction que les assises sont beaucoup plus légitimes et c'est le lieu de voir comment il faut procéder pour la suite à donner à notre pays. Selon la charte en vigueur, la transition arrive à échéance le 1er juillet 2024 et les assises des 25 et 26 mai prochains permettront de donner suite à la transition. En attendant la tenue de ces assises nationales les 25 et 26 mai prochains, c'est demain, 15 mai, que la date tant entendue pour la première édition de la Journée des coutumes et traditions. Mais quel sera le contenu qui sera donné à cet événement par les adeptes de la religion traditionnelle? Nos reporters Gérard Sommet et Wenyam Achille Kabore ont voulu en savoir plus et pour cela, ils ont échangé avec le Widi Naba, l'un des ministres du Mogo Naba. Suivant. La journée consacrée aux coutumes et traditions se tient ce mercredi 15 mai. Une journée qui vise à confirmer la laïcité de l'État et de permettre à la religion traditionnelle de retrouver sa place dans la société selon le gouvernement. Nous avons remercié le gouvernement de la transition qui nous a permis d'avoir cette date de coutume et de tradition. Et le Conseil supérieur de la chefferie coutumière et traditionnelle l'accueille avec joie et va vraiment s'en servir pour que le Burkina, dans le Burkina, on se retrouve on vive dans une cohésion sociale. Du fait de la diversité des cultures au Burkina, le Conseil supérieur de la chefferie coutumière et traditionnelle a instruit que chaque entité organise cette journée selon ses spécificités. Pour ce qui concerne le royaume de Ouagadougou, nous aurons un Yisgou spécial de Sa Majesté. Et demain, ça sera spécial, parce que ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour de fête, un jour de joie pour nous. Alors, donc, Sa Majesté va faire sa sortie, et par la suite, Sa Majesté va donner le nécessaire à ceux qui sont chargés des cultes pour les libations. On attend les populations qu'ils puissent vraiment s'approprier de cette journée et fêter tranquillement, en restant dans les limites de ce qui est autorisé. Et ceux qui n'ont pas l'habitude d'être sacrificateurs ne se donnent pas à ce jeu parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, il faut laisser ceux qui le font savent comment le faire et quand est-ce le faire. Et pour que tout se passe bien, le Widi Naba lance un message. À l'endroit de tout le monde, de tous les Burkinabés, nous souhaitons que ça soit une journée bien acceptée par tous, pour permettre à ceux qui croient à cette manière de vivre, cette religion, de pouvoir la pratiquer comme toutes les autres religions. Et que nous puissions vivre ensemble, malgré les différences, malgré les manières de voir. Une conférence sur les questions de tradition est aussi prévue à cette occasion. La journée des coutumes et traditions est instituée par décret présidentiel pour non seulement réaffirmer la laïcité de l'État, mais aussi donner aux adeptes de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et des pratiques ancestrales et susciter une communion fraternelle entre adeptes de la religion traditionnelle et population. La première édition de cette journée dédiée aux coutumes et traditions est célébrée par anticipation ce jour, 14 mai, par les coutumiers de Pala dans les Hauts-Bassins.
Vous allez le voir, des animaux ont été sacrifiés sur différents sites sacrés au nom de la paix et de la sécurité. Mais pourquoi cette célébration par anticipation? Eh bien, découvrons les raisons avec Kassoumi Logo et Adama Julien Dambélé. Tout commence par ce coq. Question d'avoir la permission des ancêtres. Puis, s'ensuit une série d'offrandes sur les différents autels du village. De la volaille, des caprins et bien d'autres types d'animaux passent tour à tour devant les aînés et sont ensuite remis aux coutumiers par cette femme désignée pour la tâche. Bienvenue au Palakruta Kremakan, le culte voué à la terre de Pala. C'est la terre de Pala que nous adorons aujourd'hui. Nous avons hérité cette coutume de nos parents. Le village qui abandonne ses propres coutumes est bien parti pour disparaître un jour. Chez nous, c'est une femme qui conduit les animaux sur l'autel pour que les vœux soient exaucés rapidement. Ce rituel se pratique ici à Pala par intervalle de 7 ans, expliquent les coutumiers. Cette année, il intervient ce 14 mai par anticipation pour permettre aux autres villages Bobo de célébrer le 15 mai, journée dédiée aux coutumes et traditions. Nous sommes des forgerons et Pala est le seul village Bobo dirigé par un forgeron. La tradition veut que nous soyons les premiers à s'acquitter des rituels afin de permettre aux autres villages Bobo de pratiquer également leurs coutumes. C'est pourquoi nous avons procédé à ce sacrifice aujourd'hui pour permettre aux autres de célébrer le 15 mai. C'est ainsi, puisque ce sont nos forgerons. Ils sont les garants de la paix en pays mandarin. Quel que soit le problème, ils peuvent les résoudre. Jour de fête et aussi de retrouvailles, l'occasion est belle pour les filles et fils de Pala de revenir s'abreuver à la source de la tradition. J'ai quitté à Kangala. Hier, je suis rentré ici à 21h30 pour participer à la cérémonie. Ce n'est pas une cérémonie qui se fait tous les ans. Toi, étant un natif du village, même si tu es loin, si tu as le temps, tu peux venir. Et la vieillesse, ça n'attend pas. Bon, on ne peut pas être dehors, demain dire qu'être là, les enfants sont là. Bon, on te demande, papa, ça là, c'est quoi? Bon, comment ça se passe? Tu ne saurais leur dire quelque chose, ce ne serait pas intéressant. Comme on a la force de pouvoir participer, là, c'est pour ça qu'on est là. Les offrandes se poursuivront ainsi toute la journée sur les différents sites sacrés du village. Une partie non publique est également prévue en brousse. Que ce soit la paix, la protection, la santé, la prospérité, bref, chacun y va de ses voeux ici à Pala. Après l'acte de ce jour, les coutumiers de Pala rejoindront ceux de Kibidoué à Djilasoba le lendemain pour d'autres rituels, toujours dans le cadre de la célébration du 15 mai. Cette première édition de la Journée des coutumes et traditions est également célébrée par anticipation par la chefferie traditionnelle et coutumière du canton de Maudré dans la commune de Tipka. Selon donc les garants de la tradition de la localité, cette anticipation trouve ses explications dans le fait que le 15 mai de cette année est un mercredi, jour donc non recommandé pour les rites dans le canton de Maudré. Alors, retour sur la célébration avec Justin Tiandrebego, Bila Kabouré et Bernard Diasso. Le Naba Non Tarkwanga, 17e chef du canton de Maudré dans la commune de Tipka, célèbre la journée nationale des coutumes et des traditions. La cérémonie est marquée par des offrandes aux divinités et aux ancêtres pour implorer leur bénédiction, bienveillance et protection. Tout commence par ce buisson sacré où repose Yaba, la grand-mère et mère du tout premier chef et fondateur du village. Notre chef, en tant que chef de Maudré qui est là, qui a fait sortir ce qu'il a de sa main pour venir implorer de la vieille, de la grand-mère, pour que tout le monde laisse avoir l'amour, pour que tout Burkinabé ait la paix de sortir comme il veut, de rentrer comme il veut, que la paix revienne. À ce deuxième buisson, tombe de Naba Segiela, Segiela qui veut dire le Naba qui osait affronter toutes sortes de difficultés, et c'est seulement le chef de terre de Maudré en personne qui y officie les offrandes. Dans ses incantations, il implore ses ancêtres pour un retour de la paix, la sécurité et une bonne saison pluvieuse au Burkina. Effectivement, c'est opté pour le 15, mais chacun a son jour pour le faire.
Donc ça dit que tout le territoire burkinabé, chacun doit faire de son mieux pour que tout le monde vive toujours ensemble. Et comme pour boucler les rites coutumiers du jour, les derniers sacrifices sont faits sur ces pierres tombales de la cour royale de Modré. L'expertise de charlatans aussi contribue au bon déroulement de la célébration. C'est que le président et son entourage a eu l'idée pour faire ça, pour qu'on puisse l'ensemble évoquer pour que la paix revienne là. Vraiment, je suis content en tant que chef que l'ensemble, tout le monde cherche à ce que la paix revienne. La paix va revenir et tout le monde sera content et le pays va avancer encore comme on veut. Merci au président Ibrahim et son entourage. La célébration s'est faite selon la pure tradition ancestrale transmise de père en fils ou de génération en génération. Pour moi, une journée même, ça ne suffit pas. Il faut donner même des semaines traditionnelles, même si ce ne serait pas férié, pour qu'on puisse célébrer, pour qu'on puisse revenir à notre culture, notre valeur humaine. Une dizaine de chefs de village relevant du canton de Modré participent à l'événement. La partie festive est le moment le plus attendu où les différentes couches sociales et communautés, sans distinction, ont communié ensemble, symbole de la cohésion sociale. Un prélude donc à cette date du 15 mai, journée de coutumes et traditions, une équipe de la RTB au bassin est allée à la rencontre d'un traditionnaliste bien ancré dans la culture bobo. Ce garant de la tradition salue l'institution de cette journée qui donne toute sa place à la religion traditionnelle, longtemps mise en berne, selon lui, par les religions révélées et par les effets de la colonisation. Lamine Karantao, Moumouni Barou. 15 mai, journée dédiée aux traditions et aux coutumes au Burkina Faso. Désormais, cette date est considérée par le gouvernement comme une journée de réflexion pour les retours aux sources. Et selon ce traditionnaliste bien connu dans la communauté bobo, cette décision est vraiment salutaire. La journée de 15 mai, vraiment, qui a été instituée par le gouvernement, moi d'abord, ma première des choses, c'est de remercier ce gouvernement-là, parce qu'ils ont accepté de donner la place donc, à ces traditionnalistes-là. Cette tradition-là obligeait les gens à faire certaines choses vraiment qui allaient vraiment dans le bon sens de la vie en famille, avec les voisins, avec les étrangers et autres. Et comme dans la plupart des communautés en Afrique, chez les Bobos, il y a des divinités que tout citoyen se doit de respecter. Et parmi ces divinités Bobo, le Do. Le Do est le protecteur du village. Le Sogo, qui veut dire la brousse, est protecteur de la brousse. Chaque fétiche a son rôle à jouer. Il y a des fétiches pour le mariage, il y en a pour avoir des enfants, etc. Mais le Do, c'est le protecteur du village. Et c'est pour ça que chaque année, le Do purifie le village d'abord, avant qu'on ne célèbre donc les grandes funérailles. Dans la communauté Bobo, l'organisation sociale constituée en plusieurs groupes est bien respectée. Parmi ces groupes, les forgerons. Ils jouent un rôle capital dans le renforcement de la cohésion sociale. Les forgerons sont au début de tout et à la fin de tout. Voilà, c'est les gens qui intercèdent d'abord entre les vivants et ensuite ils intercèdent entre les ancêtres et les vivants. Le forgeron a été créé par Dieu et maintenant lui dotant de beaucoup de pouvoir. Maintenant, par exemple, que ce soit demander la main d'une fille, les forgerons le font. Si c'est par exemple réconcilier les gens, les forgerons le font. Si c'est encore des funérailles, les forgerons vont enterrer le regretté. Un autre groupe social très présent dans la tradition bobo, les griots. Ils sont des communicateurs et aussi des médiateurs. Et ils peuvent réconcilier les gens, ils peuvent aller aussi demander la main d'une fille. Bon, et aussi jouer la musique, c'est leur rôle. Eux, ils jouent la musique. Mais il y a certaines choses que les forgerons font que les griots ne font pas. Donc chacun a son rôle. Et on vit ensemble. Personne ne va dans le camp de l'autre. Le problème va se poser où? Ce traditionnaliste voit en ce 15 mai une date symbolique. Selon lui, le gouvernement a institué cette date pour revaloriser les valeurs culturelles
Une manière également pour lui d'inviter les populations à intégrer cette dimension spirituelle africaine en elle pour renforcer davantage la cohésion sociale. Et il y a ce rocher plein d'histoire et empreint de mysticisme, un lieu sacré qui se situe entre le Poni et la Bougriba dans le village de Tchoyo, l'endroit draine du monde des adeptes de la religion traditionnelle pour la plupart, qui pour demander la protection, qui pour souhaiter la prospérité. À quelques heures donc de la première édition de la Journée des coutumes et traditions, nous découvrons ce lieu mythique avec Oumarou Sagnon et ici Judikaël Poda. Il s'appelle Bounet, en Lobéry. Ce rocher sacré est à quelques encablures du village de Tchoyo, dans la province de la Bougriba. Il serait à l'origine de la déviation de la route nationale numéro 12 dans sa partie d'Ibougawa lors du bitumage. Bien avant que Kanajou venait, il voulait envoyer ça là, Aya, pour faire le goudron. Il a eu des conséquences ici. On a vu dedans. Moi, mon petit frère même, elle est dans le coma, c'est le problème. Son arrivée ici, c'est une légende qui l'explique. On a mieux le trouver ici, mais il n'était pas là. Il se trouvait dans une forêt sacrée où les gens n'avaient pas accès. Il a roulé venir ici. Bounet reçoit des visiteurs de partout, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. D'où que tu viennes, tu viens faire tes vœux. Si ça marche, tu reviens avec ta promesse lui remettre. Tu es venu le voir, il t'a aidé et tu ne respectes pas ta promesse. Il n'accepte pas et tu vas le sentir. Il est également entouré de piquets. Chaque piquet est un trait d'union entre un demandeur et ce rocher sacré. Les piquets sont mis par ceux qui viennent demander de l'aide. Au cas où tu remplis ta promesse, tu peux l'enlever ou le laisser. Bounet sera en lien avec ce baobab. Un baobab qui, selon les gardiens du site, abriterait des abeilles invisibles. Des abeilles qui s'attaqueraient seulement aux personnes mal intentionnées et aux cœurs impurs qui viendraient à lui. Restons dans le sud-ouest pour parler cette fois fraternité, cohésion, paix, développement endogène et promotion de la culture. C'est l'esprit qui a guidé les retrouvailles du sud-ouest. Dano a abrité cet événement qui a mobilisé du monde les 10, 11 et 12 mai. L'ambiance qui a prévalu avec Issa Kazabré et Sié Judikaël Poda. Les retrouvailles du sud-ouest. Une activité culturelle innovante née pour apporter un cadre de promotion de la culture du sud-ouest, mais aussi un cadre de réflexion sur le développement endogène à travers la culture. Ceci en droite ligne de la vision du gouvernement de revenir à nos sources pour se rebâtir. Pour cette première édition, nous avons introduit une conférence publique qui sera animée par ITA Sommet et qui porte sur le thème jeunesse, culture et développement endogène local, défis et perspectives au sud-ouest. Donc c'est l'occasion pour nous de déjà commencer à inclure dans l'esprit des jeunes que le développement est d'abord endogène. Voilà. Donc, on discutera autour de cette conférence de l'implication de la jeunesse du Sud-Ouest dans le développement de la région. Faire de la culture la fondation de notre société, c'est dans cette optique que s'inscrit cette première édition. Une idée qui épouse les aspirations des autorités de la transition, d'où l'accompagnement du ministre d'État, ministre en charge de la culture. Il a bien voulu donc que je passe un message d'encouragement, un message de soutien et inviter la population à s'approprier cet événement culturel qui a sa première édition. Ce que nous avons constaté nous-mêmes sur le terrain, nous sommes fort convaincus que cette première édition a été déjà une réussite et nous espérons en tout cas que ça soit une continuité et que tous les partenaires qui ont appuyé cette activité puissent se sentir dans un confort assez remarqué pour pouvoir continuer à soutenir cet événement. Nous les aînés, nous avions le devoir de les accompagner, non seulement parce que ce qu'ils étaient en train de préparer et qui est une réalité aujourd'hui
va en droite ligne avec nous-mêmes nos propres convictions qu'il faut que nous nous mettons ensemble pour valoriser notre culture et promouvoir le vivre ensemble et par un effet de contagion, pourquoi pas, et amener d'autres régions qui n'ont pas encore cette vision-là à aller dans le même sens. De nombreuses activités sont au programme des retrouvailles du Sud-Ouest malgré les difficultés manifestes de mobilisation de fonds. Une première édition avec pour ligne directrice impulser un développement solide sur la base de la culture et une vision, le retour aux sources pour la jeunesse. Retour aux sources, c'est de façon sportive que la Fédération burkinabé des sports équestres a choisi d'annoncer les couleurs de cette première édition des Journées de coutumes et traditions. Des bruits de sabots ont donc été entendus ce samedi du côté de l'hippodrome de Hamdalaye, une course hippique qui a connu le sacre du Vendès, un cheval de race locale. Adama Ngiti, Abdoulaye Kabouré pour le temps fort. Le cheval est emblématique au Burkina Faso. Les traditions et les coutumes lui confèrent une place très importante dans la société. Quoi de normal pour organiser des courses hippiques pour lancer les festivités de la commémoration de la Journée nationale des coutumes et traditions ce 15 mai. Pour d'abord féliciter son Excellence le chef de l'État, Ibrahim Traoré, pour l'initiative qu'il a eue pour instaurer une journée dédiée à la tradition le 15 mai. Donc c'est dans ce but-là on a essayé d'organiser une course en partenariat avec la LONABé et aussi Sa Majesté le Mogo Naba Bongo. Bon, on ne fera que soutenir les courses hippiques équestres au niveau de Ouaga comme au niveau national. Du moment où on a le monopole de l'exploitation des courses hippiques du Burkina, on ne fera que les soutenir. Pourquoi pas à la longue, traditionnellement exploiter la course des chevaux. Qui côtoie Sa Majesté, c'est qu'à chaque fois, non seulement il a œuvré pour le respect de la tradition, mais aussi surtout il a exhorté la population à respecter justement les traditions, surtout dans l'éducation des enfants. Le public venu à l'hippodrome de Hamdalaye a été servi. L'épreuve phare est la course dans la catégorie de la race locale. Il y a 14 chevaux au départ et les plus aguerris se signalent. Vendès, Dossa 3, monté par le jockey Zakaria Traoré est vainqueur. Il est respectivement suivi de Mahala et de Gandaogo. Dans la catégorie métissée, il y avait 5 coureurs au départ. À l'arrivée dans l'ordre, Istanbul et Mashallah, deuxième. Dans la catégorie talon, il y avait 3 partants. Pablo Escobar, Dossa 2, met tout le monde d'accord. Chez les poulains, il y avait 18 partants. À l'arrivée, l'on a Bénéfice, Dossa 10, vainqueur. Il est respectivement suivi de Dandawa, Dossa 11 et de Dangote, Dossa 15. Autre point, à Koudougou, les acteurs impliqués dans la répression des crimes financiers sont outillés. Ils ont révisité les règles qui encadrent la répression de la criminalité financière, une formation voulue par l'autorité supérieure de contrôle de l'État avec la collaboration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis. Konson Koulibaly, Tanga Kafando. Tous acteurs de la chaîne pénale, les agents de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, de l'Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et des pôles ECOFI renforcent ici à Koudougou les connaissances sur les lois et les procédures, les techniques d'enquête financière, l'utilisation des technologies et des outils spécialisés et la collaboration et la coordination. Objectif: renforcer leurs capacités et se donner la main dans la répression de la corruption, du blanchiment d'argent et d'autres formes de criminalité financière. Quand on parle de recouvrement, comme vous pouvez vous y rendre compte, en fait, l'important ici n'est pas seulement de mettre les criminels en prison. Voilà, il faut recouvrer ce qu'il a fait perdre. Et c'est pour ça qu'on a les participants de toutes ces structures qui sont là, pour que déjà ensemble, on puisse voir comment on se complète et puis comment on peut échanger pour atteindre cet objectif-là. Pour les organisateurs, cette collaboration marque un début de changement de paradigme dans la lutte contre la criminalité financière. Avant, l'accent était beaucoup plus mis sur la peine d'emprisonnement. Et comme disait le contrôleur général d'État adjoint, le délinquant, une fois la peine purgée, ressort, il retrouve ses biens.
produit son infraction et il nargue les autres. On a estimé qu'il fallait changer de paradigme pour s'intéresser maintenant au patrimoine du délinquant. Parce que quand vous tapez à ce niveau-là, ça fait beaucoup plus mal que de l'amener en prison et lui permettre après de sortir, profiter effectivement de ce patrimoine volé. La formation s'inscrit dans le cadre d'un programme qui bénéficie de l'accompagnement du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Nous en venons à l'invité de ce 20h, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, M. Roland Somda. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, il nous revient, Monsieur le ministre, qu'un mouvement d'humeur a eu lieu à la DGTTM, Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes. Mouvement d'humeur qui intervient suite à l'arrestation d'un agent. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, madame. Alors, nous avons eu la même rumeur qui faisait état d'un mouvement au sein de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes, qui est lié effectivement à l'interpellation d'un agent. Mais en réalité, il n'y a pas eu mouvement. Et il y a eu rassemblement de personnel hier matin pour passer l'information sur l'incident intervenu le vendredi 10 mai et qui est effectivement lié à l'interpellation d'un agent par les services de la police judiciaire. Alors, comme motif de cette arrestation, tout serait parti d'une plainte d'un usager des services de la DGTTM, qui estime avoir été racketé par cet agent. Et donc, ces informations reversées à la police ont conduit à son interpellation pour être entendu sur les faits. Alors, suite à l'audition qui a eu lieu, il a été remis en liberté et le processus continue, suit son cours. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur le ministre, que l'arrestation de cet agent est une réaction quelque peu excessive? Bon, je ne chercherai pas à qualifier les faits. Je voudrais que chacun puisse l'interpréter comme un signal fort du gouvernement dans sa vision de lutter contre les actes de corruption. Alors, justement, c'est le lieu d'interpeller tous ceux qui rendent un service public et d'être encore beaucoup plus professionnels et de travailler à la satisfaction du public que l'on sert. Parce qu'en réalité, lorsqu'on travaille pour le grand public, la satisfaction réside dans celle ressentie par les publics usagers de tels services. Donc j'inviterai chacun à redoubler de vigilance et à rendre un service à la satisfaction du grand public. Alors, en plus de la DGTTM, il y a l'ONASER, une autre structure de votre département. L'ONASER qui est souvent indexée, puisque vous parlez de corruption, comme par certains, comme pour des pratiques de corruption. Et déjà, ils sont nombreux à se bousculer pour se faire affecter à l'ONASER. Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur le ministre? L'ONASER, il faut dire, a été institué pour apporter une réponse à une problématique, c'est celle de l'insécurité routière au Burkina Faso. Alors, fort malheureusement, depuis 2008, la création de l'ONASER, jusqu'à ce jour, la question de l'insécurité routière demeure entière en dépit de l'existence de cette structure. Alors, les pratiques qui sont relevées là-bas, effectivement, font état d'une mauvaise étiquette collée au dos de cette structure. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement entend travailler avec la plus grande rigueur pour éradiquer ces pratiques qui ne sont pas nécessairement à nier, puisque c'est des faits qui reviennent à longueur des années. Et je puis rassurer l'opinion nationale que les cas qui sont identifiés comme tels au niveau de cette structure sont traités avec la plus grande rigueur. Et je lance l'appel à tous ceux qui travaillent dans ce service à être aussi professionnels et à travailler à changer cette étiquette qui leur est collée au dos. Ce n'est pas une fierté et donc il faudrait que nous travaillions à inverser les tendances. Alors, votre appel est lancé à l'attention des agents de l'ONASER, mais on a l'habitude de le dire, pas de
corrompu sans corrupteur. Est-ce que vous avez un appel à l'attention du public burkinabé? Oui, l'appel serait de dire à chacun d'être acteur de la lutte contre la corruption. Il ne faut pas se contenter d'être une victime consentante. Lorsqu'il y a des faits avérés, il faut avoir le courage de les dénoncer et le gouvernement prendra toutes les responsabilités pour traiter avec efficacité les cas qui se seraient avérés. Donc, à titre d'exemple, je dirais que je profite de votre tribune pour dire que nous avons mis en place une plateforme qui est gratuite et qui permet de vérifier les titres de transport, notamment les cartes grises. Alors, il y a des cas que nous avons pu constater, il y a de fausses cartes grises qui circulent. Alors, ce système que nous avons mis en place, c'est le www.dgttmverif.bf. Lorsque vous allez sur cette plateforme et que vous suivez les informations, à la fin, vous savez si votre carte grise qui vous a été remise par une structure, si elle est authentique, si elle a été produite par les services de transport ou pas. Donc j'invite l'opinion nationale à faire recours à cette plateforme gratuite pour se mettre en règle et savoir ce qu'ils utilisent des titres de transport de sécurité. Au niveau de l'ONASER aussi, nous avons mis en place la plateforme que nous appelons SIGRAF avec l'accompagnement du ministère de la Transition digitale, qui est une plateforme aussi semi-dématérialisée pour pouvoir lutter contre les mauvaises pratiques au niveau du contrôle des surcharges. Et donc, nous invitons tout usager de ces plateformes-là à dénoncer avec des preuves les cas de mauvaises pratiques et nous allons les prendre en charge avec toute la rigueur qui sied. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces informations sur vos actions de lutte contre la corruption au niveau de vos services. Merci aussi pour ces précisions sur le mouvement d'humeur, ce que vous appelez rassemblement, suite à l'arrestation d'un agent. Alors, restez avec nous plutôt pour la suite de l'édition. Merci. Et dans la suite de ce 20h, comme nous vous l'annoncions en titre, des voix s'élèvent pour dénoncer une hausse du prix du ciment. Une de nos équipes a fait déjà le constat. Vous avez sans doute suivi le reportage dans nos éditions de la semaine dernière. Eh bien, la brigade de contrôle économique et de la répression des fraudes veut s'assurer de l'application sans faille de la réglementation sur le prix du ciment au Burkina. Elle a effectué pour ce faire une sortie inopinée dans quelques magasins de la capitale. Bernard Kombelem, Mouniwanga. Contrôle du prix de vente du ciment, vérification de registre de commerce ou encore les factures d'achat. Les contrôleurs de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes investissent ces magasins de vente de ciment ici à Sankariare avec pour objectif s'assurer du respect strict de la réglementation en vigueur dans la commercialisation de ce produit. Le même ton est donné à Nyoko 2, un autre quartier de la capitale. Après échange, un constat se dégage. Il règne une instabilité des prix dans ce secteur. Nous vendions le sac à 5500 francs CFA et même en deçà. Mais actuellement, si nous vendons à ce prix, on ne s'en sortira pas. Les ristournes que nous percevions ont été réduites. C'est ce qui joue actuellement sur le prix du ciment. Mais les contrôleurs restent prudents. Sur le champ, ils remettent des convocations aux propriétaires des magasins visités. Ces derniers doivent se présenter à la brigade mobile de contrôle pour une vérification approfondie. Pour le moment, on les a convoqués. Ils vont venir nous communiquer les documents et c'est après ça qu'on verra si les prix fixés par la réglementation sont réellement pratiqués. Lorsqu'ils vont nous fournir les documents, qu'on pourra vérifier si réellement les ristournes ont connu une baisse ou pas. C'est le lieu pour la structure en charge du contrôle et de la répression des fraudes d'inviter les acteurs au strict respect de la réglementation qui fixe le prix du ciment. Au Burkina Faso, est sanctionné d'amende allant jusqu'à 5 à 10 millions de francs CFA, tout contrevenant à la réglementation dans la commercialisation du ciment.
Et dans l'actualité ce soir, nous évoquons les procédures douanières et administratives d'exonération des équipements solaires photovoltaïques. Tous les détails ont été expliqués à plusieurs acteurs privés du domaine des mini-réseaux. Ils sont réunis à Bobo-Dioulasso sur invitation de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE. Hassan Gourabou, Ismaël Satunepari. Ici, les acteurs privés du domaine des mini-réseaux de Bobo-Dioulasso, avec d'autres parties prenantes, réunis sous la houlette de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ANERE, ils vont renforcer leurs capacités sur les procédures douanières et d'exonération des équipements solaires photovoltaïques. Une formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'électrification rurale par système d'énergie renouvelable au Burkina Faso. L'État, depuis 2013, a exonéré les équipements solaires dans le but d'accroître l'accès à l'énergie aux populations et que ces populations-là aient accès à des services énergétiques de qualité. Donc l'objectif vraiment, c'est de sensibiliser les acteurs, non seulement sur la qualité des équipements qui sont importés ou qui sont sur le terrain, mais aussi de présenter toute la procédure pour pouvoir obtenir l'exonération et toute la procédure d'importation de ces équipements solaires-là, que ce soit les procédures douanières ou les procédures administratives. Durant 2 jours, plusieurs communications seront animées au profit des participants afin qu'ils maîtrisent tous les processus d'importation des équipements solaires. La première communication parle de la réglementation du secteur de l'énergie à travers la loi 014 et tous les textes qui ont été pris dans le cadre des énergies renouvelables. La deuxième communication porte sur la qualité des équipements, mais aussi la certification des installateurs solaires. Le projet d'appui à l'électrification rurale par système d'énergie renouvelable au Burkina Faso est mis en œuvre conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOPS. Il est financé par l'Agence suédoise pour le développement sous l'ancrage institutionnel de l'autorité du Liptako Gourma. Il est à sa phase pilote. Sur place à Bobo-Dioulasso, plusieurs dizaines de personnes vivant avec un handicap et des personnes déplacées internes parlent gouvernance participative. Le sujet est évoqué par le projet IGR, entendez par là gouvernance inclusive pour la résilience. L'IGR a compté sur le soutien de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Drissa Traoré et Kadou Romenki ont assisté à la clôture. C'est une remise symbolique d'attestation qui couronne 3 jours de formation des organisations de la société civile sur le plaidoyer et les mécanismes de suivi des politiques publiques et d'interpellation citoyenne. Une formation initiée dans le cadre du projet IGR, gouvernance inclusive pour la résilience. Le projet vise essentiellement 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire vraiment en sorte que, au niveau des différentes communes que nous allons accompagner, qu'elles puissent avoir les capacités requises pour pouvoir offrir des services de qualité de façon efficace qui répondent vraiment aux besoins des communautés. Et à un deuxième niveau, de renforcer les capacités des ESC comme ce que nous sommes en train de faire présentement. Troisième niveau, nous allons travailler à créer des cadres de concertation entre les autorités et les ESC au niveau local. Des partages d'expériences qui vont porter fruit de l'appréciation des participants. Les OSC doivent être quand même assez bien informés, bien imprégnés de leur rôle. Et cette formation vient renforcer leur capacité dans les questions de suivi auprès donc des acteurs de gouvernance. Ça nous a permis de beaucoup comprendre plusieurs choses. Par exemple, les techniques d'interpellation des plaidoyers. Voilà, parce qu'on avait des difficultés, comment interpeller les autorités sur des problèmes qui minent la localité. Le projet IGR couvre 26 communes des régions des Cascades, du centre-nord, du centre-ouest, du centre-sud, de l'est des Hauts-Bassins et du Sahel. Il est financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID. Plusieurs producteurs agricoles vont être réinstallés sur les berges de la rivière Kou, une idée soutenue par le projet de soustraction des berges de la rivière en vue de permettre une meilleure préservation du Kou. Le projet est porté par la coordination régionale des jeunes pour l'environnement et le climat, Hamza Ganame, Sayouba Mamboube et Adama Julien Dambélé.
Du fait de l'action anthropique de l'homme, la rivière Kou est en proie à l'ensablement. Il y a donc une nécessité d'agir pour sauver ce cours d'eau, très important pour la commune de Bobo-Dioulasso. C'est l'enjeu du projet intégré de soustraction des berges de la rivière Kou. Un projet porté par la coordination régionale des jeunes pour l'environnement et le climat, Coregec. Les populations ne doivent pas s'installer en deçà de 100 mètres dans les bandes de servitude, ce qui contribue à ensabler les rivières et à amener beaucoup de dégâts environnementaux pour la rivière. Donc nous voulons retirer les exploitants qui sont au bord des berges et aménager un périmètre où ils pourront s'installer et continuer les activités agricoles durant tous les 12 mois de l'année. C'est les inviter à travailler en étroite collaboration avec les communautés locales parce que du succès de ce projet va donc l'adhésion de ces populations locales. Dans sa phase pratique, le projet de soustraction des berges de la rivière Kou prévoit réaliser des fourrages et des périmètres irrigués grâce au système goutte à goutte dans les 3 villages concernés qui sont Kokorowe, Denderesso et Nasso. Des réalisations dont la gestion sera confiée à une coopérative installée à cet effet dans chaque village. Nous le savons que l'eau qui se trouve à Bobo ici provient de ce coup-là. Donc arriver à curer le coup, lui donner son rythme d'antan, vraiment c'est quelque chose de très salutaire pour nous, la population riveraine et aussi la population de la commune de Bobo. Le coût du projet s'élève à environ 46 millions de francs CFA sur financement du Trésor public burkinabé avec l'accompagnement de la coopération danoise et l'agence de l'eau du Mouhoun. Son exécution s'étend sur 12 mois, selon les représentants du Coregec. Ne soyez pas surpris d'entendre les langues locales sur Canal+. Eh bien, de nouvelles chaînes en langue Peul et Mandeka sont désormais disponibles sur le bouquet Canal+. L'accent sera mis sur la parenté à plaisanterie, des chaînes donc qui viennent contribuer à valoriser la culture africaine. On assiste au lancement officiel avec Konson Koulibaly et Moussaki. Promotion de la culture africaine et valorisation des langues locales, Canal+ lance officiellement 2 chaînes de diffusion, le Mandeka et le Poulagou. Des chaînes qui sont déjà présentes sur le bouquet. Le 66 pour le Mandeka avec des programmes en Bamana et en Malinké. Et le 67 pour le Poulagou avec des émissions en Poula. À travers ces 2 chaînes, les responsables de Canal+ s'engagent à accorder une place importante aux initiatives locales tout en mettant l'accent sur la parenté à plaisanterie. Ces chaînes s'adressent à 2 communautés qui sont très importantes dans le pays et dans la sous-région. Et ça participe aussi à mieux véhiculer nos valeurs, les valeurs de nos sociétés, les traditions, les us. Et c'est ce à quoi nous nous attelons en mettant ces chaînes en diffusion et sur un spectre qui couvre un peu toute l'Afrique. Cette cérémonie de lancement officiel des 2 chaînes de diffusion, le Mandeka et le Poulagou, connaît la présence de plusieurs chefs coutumiers, des autorités qui adhèrent à cette initiative du bouquet Canal+. Pour elles, ces 2 chaînes vont contribuer à la promotion du vivre ensemble et de la paix dans les pays africains. L'occasion que chacun puisse en tout cas revenir dessus et changer, parce que c'est en échangeant qu'on peut encore se retrouver. Donc nous pensons que c'est une chaîne vraiment qui est bien arrivée pour éveiller nos consciences. Ce sont nos propres valeurs et que ce soit la bonne facette qui soit présentée afin d'éduquer vraiment la jeune génération. C'est surtout ça, qu'on puisse véhiculer vraiment des valeurs qui puissent être utiles pour nos générations futures. Sur les chaînes Mandeka et Poulagou, les téléspectateurs pourront suivre des séries de divertissements produites en Bamana et en Poula. Les rediffusions des programmes se feront tous les week-ends. Les chaînes Mandeka et Poulagou sont disponibles à la formule Access Plus. C'est ce qui referme ce 20h. Merci à vous tous qui avez été des nôtres. 23h pour le prochain rendez-vous de l'actualité avec Isia Kanana à la présentation. Très belle soirée en compagnie des programmes de la RTV.